Le tribunal provincial de Phitsanulok a refusé mardi une demande de mise en liberté sous caution d'un universitaire américain de renom, accusé de diffamation royale. Paul Chambers, maître de conférences et conseiller spécial en affaires internationales à l'université Narssuan de Phitsanulok, s'est présenté à la police au poste de district de Muang, dans cette province du Nord, pour reconnaître l'accusation. Il était accompagné de son épouse, Napisa Wetulkia, doyenne de la faculté des sciences sociales de l'université, ainsi que d'agents du consulat américain à Chiang Mai et d'un avocat. Un mandat d'arrêt avait été délivré par le tribunal lundi dernier, mais aucune convocation n'avait été émise avant le mandat, a déclaré son avocat, Wanafa Jean Romji. L'équipe juridique de M. Chambers a indiqué qu'elle déposerait une nouvelle demande de mise en liberté sous caution et augmenterait la caution en espèces. Ils ont précisé que leur client souffre d'un problème de santé et serait prêt à respecter les conditions fixées par le tribunal, comme la désignation d'un superviseur et l'obligation de se présenter régulièrement devant le tribunal. La plainte contre M. Chambers a été déposée par la 3e région de l'armée. En plus d'une accusation en vertu de l'article 112 du Code pénal, la loi sur le lèse-majesté, il est également accusé d'avoir enfreint la loi sur la criminalité informatique. Ces deux accusations sont souvent utilisées conjointement. La lèse-majesté est passible d'une peine de prison allant de 3 à 15 ans. Il a été accusé d'avoir publié un texte sur le site de l'Institut d'études de l'Asie du Sud-Est, ISEAS, en lien avec un webinaire de l'ISEAS en octobre 2024 sur les remaniements militaires, a déclaré Akarache Shemane Karakat, responsable de la défense des droits pour Thai Lawyers for Human Rights, TLHR, et membre de l'équipe juridique de M. Chambers. Il a nié toutes les accusations. Il n'a ni écrit ni publié le texte sur le site web, a affirmé M. Akarache à CNN. Avant son audience devant le tribunal mardi, M. Chambers a déclaré à CNN qu'il avait reçu peu d'informations sur les raisons de son inculpation et craignait de pouvoir être emprisonné pendant 15 ans. M. Chambers, titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'Université Northern Illinois, est bien connu dans les cercles académiques en tant que commentateur des relations civilo-militaires et de la démocratie en Asie, avec un accent particulier sur la Thaïlande. Il vit en Thaïlande depuis 1993. Parmi ses ouvrages figurent Kaki Capital, The Political Economy of the Military in Southeast Asia et Praetorian Kingdom, A History of Military Ascendancy in Thailand. Selon les données de TLHR au 31 mars de cette année, 1962 personnes ont été poursuivies pour participation politique et expression depuis le début des manifestations de Phri Youth en juillet 2020. Au moins 278 personnes font face à des accusations en vertu de l'article 112 et 156 ont été inculpées pour sédition en vertu de l'article 116. 4 nouveaux corps ont été retrouvés dans les décombres de l'ancienne tour du bureau de l'audit d'État à Bangkok, alors que les équipes de recherche se rapprochent d'une zone où de nombreux ouvriers travaillaient lors des tremblements de terre du 28 mars. La vice-gouverneure adjointe de Bangkok, Tavida Kamolvei, a déclaré mardi que la découverte des 4 corps lundi soir portait le bilan confirmé des morts à 21, tandis que 73 personnes sont toujours portées disparues. Le bâtiment inachevé de 30 étages, situé dans le district de Chatuchak, s'est effondré spectaculairement au sol lors du violent séisme, dont l'épicentre était proche de Mandalay, au Myanmar. La vice-gouverneure a précisé que d'énormes pelleteuses travaillaient dans 2 zones de l'énorme amas de débris, là où 20 à 30 personnes travaillaient au moment de l'effondrement du bâtiment. La plupart des ouvriers sur le site étaient originaires du Myanmar. Aucun autre immeuble de grande hauteur dans la ville n'a subi de dommages sérieux. Des rapports suggèrent toutefois l'utilisation de matériaux de qualité inférieure lors de la construction du bâtiment. Une enquête est en cours. Des enquêteurs spéciaux ont arrêté un proche associé du Dr Boun Vanazin, fondateur en fuite du groupe Tomburi Healthcare, recherché pour une vaste escroquerie publique, à l'aéroport de Suvarnabhumi lundi soir. Titiporn Chalermratanaprateep, 39 ans, a été interpellée à son retour en Thaïlande après s'être auparavant cachée en Chine. Elle est la 14e suspecte arrêtée dans cette affaire et est soupçonnée de faire partie du réseau criminel lié au Dr Boun, 86 ans, toujours en fuite. Son arrestation a été annoncée aux journalistes par le capitaine de police Wisanush Intrakul, chef adjoint du département des enquêtes spéciales, DSI, accompagné du lieutenant général de police Samar Nyangma, chef adjoint de la police nationale, ainsi que d'autres hauts responsables du DSI et de la police.
Madame Titiporn est accusée d'avoir incité des personnes à investir avec le Dr Boon en leur promettant des rendements élevés. Cependant, les investisseurs n'ont perçu aucun dividende et leur capital ne leur a pas été restitué. Les enquêteurs ont recensé jusqu'à présent 605 victimes connues, avec des dommages présumés s'élevant à plus de 16 milliards de bahts. Le DSI a repris l'affaire l'année dernière et a ensuite soumis son rapport au procureur, comprenant 342 dossiers avec plus de 130 000 pages de preuves. Il a recommandé l'inculpation de 16 personnes pour fraude publique et emprunt frauduleux. Des agents du DSI interrogent Titiporn Chalermratana Pratep, une suspecte dans l'affaire de fraude du Dr Boon Vanazin. Photo, Sutiwit Chayutwarakan. Les agents du DSI avaient déjà arrêté 13 suspects. Le Dr Boon, Madame Titiporn et une autre suspecte, Kochaporn Suwanakut, 39 ans, avaient fui à l'étranger. Lors de l'interrogatoire, Madame Titiporn a nié toutes les accusations, a déclaré le major général de police Nopazil Punsawa, chef adjoint du bureau de la police métropolitaine. Elle a affirmé ne pas connaître directement le Dr Boon, mais avoir été sollicitée par une amie pour agir en tant qu'agent, invitant des personnes à investir avec lui. Elle aurait reçu une commission de 13,5% sur les sommes investies. Cependant, les flux financiers et d'autres preuves montrent qu'elle était liée à l'escroquerie d'investissement et proche du Dr Boon, selon le major général de police Nopazil. Le capitaine de police Wizanu a indiqué que les enquêteurs du DSI connaissaient déjà la localisation du Dr Boon et de Madame Kochaporn. Le chef adjoint du DSI a refusé de préciser dans quel pays les deux suspects se cachaient, mais a assuré qu'ils seraient bientôt traduits en justice. Le médecin de 86 ans est accusé d'avoir levé d'importantes sommes d'argent auprès d'investisseurs dans des projets d'entreprises de soins de santé en Thaïlande et à l'étranger. Sa réputation personnelle et celle de son groupe hospitalier coté en bourse, SET, ont conduit de nombreuses personnes à croire que les projets étaient fiables, ce qui n'était pas le cas selon le DSI. Le séisme dévastateur qui a frappé 24 provinces en Thaïlande, y compris la capitale, a laissé les citoyens sous le choc, en particulier après l'effondrement du bâtiment du bureau de l'audit d'État qui a piégé des dizaines de travailleurs sous les débris. Mais au cœur de la crise, une remarquable démonstration de coopération internationale a émergé, montrant que face aux catastrophes, les pays peuvent unir leurs forces pour sauver des vies. L'ASSO. Prof. Tavida Kamolvei, vice-gouverneur de Bangkok, reconnu pour son expertise et son calme en situation de crise, a partagé ses réflexions sur la coordination harmonieuse entre les autorités thaïlandaises et les équipes de secours internationales. Surnommée Madame Catastrophe par la presse populaire, l'ASSO. Prof. Tavida joue un rôle central dans la gestion des réponses aux catastrophes. Elle a expliqué au Bangkok Post que l'opération de sauvetage était hautement structurée. Les tâches de l'opération étaient réparties en rôles clairs, tandis que le gouverneur de Bangkok, Chadchar Sitipin, supervisait les zones internes de la zone sinistrée, la vice-gouverneure prenait en charge les zones externes, veillant à ce que les équipes internationales soient correctement enregistrées et contrôlées à leur arrivée sur le site. Nous devons nous assurer de savoir qui fait quoi, où et quand, a-t-elle déclaré, soulignant l'importance d'une coordination efficace pour éviter le chaos. Les équipes thaïlandaises et étrangères unies. L'opération n'était pas seulement un défi logistique, mais elle nécessitait également une compréhension sophistiquée pour gérer la situation avec précision. Les équipes thaïlandaises ont été formées pour mener ce type d'opération comme cela se fait à l'étranger, et l'intégration d'experts internationaux et de leur technologie a été cruciale. Il ne s'agit pas d'être meilleur ou moins bon, nos équipes sont bien formées. Mais face à des situations de catastrophes réelles, nous apprenons de nouvelles leçons. Les outils et l'expertise apportés par les équipes internationales peuvent faire toute la différence, a-t-elle déclaré. Les efforts conjoints de sauvetage ont inclus une division des équipes basée sur les compétences plutôt que sur la nationalité. Des unités spécifiques, ingénieurs, équipes cynophiles, K9, unités de recherche, équipes de creusement et opérateurs de grue, ont travaillé en collaboration, chacune étant assignée à des tâches selon son expertise. Il y a des moments où certaines tâches sont réservées à certains pays en raison de leurs compétences spécialisées. Par exemple, Israël a apporté une technologie de balayage qui leur est propre, a expliqué l'ASSO. Prof. Tavida. L'un des plus grands défis a été de pénétrer les couches denses de béton et de débris, difficiles à creuser.
Chaque étage du bâtiment effondré avait une épaisseur d'1 pied, et lorsque nous avons foré, nous avons dû faire très attention à ne pas provoquer d'autres effondrements, a-t-elle ajouté. Des capteurs spéciaux ont été utilisés pour détecter les secousses, et des machines lourdes, comme des grues, ont été utilisées avec précaution pour retirer les débris. Malgré ces défis, les équipes de sauvetage ont travaillé en parfaite synchronisation, vérifiant constamment la présence de survivants tout en minimisant le risque d'aggraver la situation. Avec l'aide d'équipes internationales venues des États-Unis, d'Israël et de France, l'ampleur de l'opération a augmenté d'heure en heure. Les États-Unis ont envoyé une équipe importante équipée de technologies avancées, tandis qu'Israël a apporté des outils de balayage de pointe et une expertise en opérations de sauvetage. Chaque équipe possédait ses propres atouts, y compris une variété de drones et d'outils technologiques de pointe. Nous avons travaillé comme une seule unité, a-t-elle ajouté. Les équipes internationales ne travaillaient pas indépendamment. Il était crucial de tout coordonner de manière étroite pour assurer la sécurité et maximiser les chances de trouver des survivants. L'un des moments les plus émouvants a eu lieu lorsque l'équipe israélienne, arrivée après un vol de 12 heures, a aidé à localiser des survivants. Ils n'ont pas apporté de matériel lourd supplémentaire car la Thaïlande disposait de suffisamment de ressources, mais ils ont offert une expertise essentielle pour l'exploration des décombres. Leur succès dans le sauvetage d'une personne a témoigné de leurs compétences spécialisées. Nous n'avons jamais abandonné, a déclaré Orna Sajiv, ambassadrice d'Israël en Thaïlande, à propos des efforts de sauvetage. Israël et la Thaïlande partagent une amitié de longue date, et nous sommes toujours prêts à aider. La situation sur le terrain était tendue, avec de nombreux survivants encore piégés. Des équipes mixtes, portant des chemises rouges et vertes, pénétraient parfois sur le site à pied, notamment lorsque les machines lourdes s'arrêtaient pour permettre des recherches plus délicates. Les équipes de recherche travaillaient ensemble en petits groupes de 32 à 33 personnes, garantissant que chaque membre pouvait être pris en charge en cas de blessure. Il est essentiel que nous nous déplacions en unité. Lorsque tout le monde travaille ensemble, nous savons exactement où se trouve chacun et ce qui se passe, a-t-elle expliqué. Leçon tirée. Bien que le tremblement de terre ait provoqué l'effondrement du bâtiment du bureau de l'audit d'État, SAO, les dommages causés aux autres bâtiments de Bangkok ont été moins graves. Chutima Nunman, résidente d'un condo de grande hauteur dans le district de Chatuchak, a partagé son expérience. Je me sens toujours paniquée, comme si le sol tremblait en permanence, a-t-elle déclaré. Son immeuble n'a subi que des dommages mineurs, et bien que secouée, elle a été rassurée par le personnel que la structure était sûre. Comparée à d'autres dont les bâtiments ont été plus gravement touchés, je me sens chanceuse, a-t-elle ajouté. Une autre résidente d'un immeuble de grande hauteur dans le district de Fayaté, qui a demandé à être appelée elle, a également ressenti les secousses. J'ai entendu des bruits de craquement et j'ai rapidement évacué depuis le 9e étage en utilisant l'échelle de secours, se souvient-elle. Les responsables du bâtiment ont déclaré que la structure était stable, bien que des fissures mineures aient été trouvées dans certains murs. Pour elle, cette expérience a souligné l'importance d'une communication claire en temps de crise. Les résidents ont besoin d'avoir confiance dans la sécurité de leur logement, surtout lorsqu'ils ont investi autant dans ces immeubles. Préparation continue. La réponse rapide et la collaboration ne se sont pas limitées aux efforts immédiats après le séisme. Le professeur Penin Warniche, fondateur du Centre de recherche sur les tremblements de terre en Thaïlande, EARTH, a rappelé que la Thaïlande reste exposée à de futurs séismes, en particulier en raison de la faille de Sagaing à proximité et de la faille d'Arakan en mer d'Andaman. Bien que nous ne sachions pas quand le prochain séisme majeur surviendra, nous devons être préparés, a-t-il déclaré. Les inspections continues et les efforts de préparation sont essentiels pour assurer la sécurité des bâtiments, notamment ceux situés dans des zones à haut risque comme Bangkok. Évaluation post-séisme. Les conséquences du tremblement de terre ont mis en lumière à la fois les vulnérabilités et les forces de l'infrastructure urbaine du pays. Sur les 3375 bâtiments inspectés par le département des travaux publics et de l'urbanisme, 34 ont été jugés dangereux, tandis que la plupart ont été considérés comme structurellement sûrs. Cette enquête n'incluait pas les propriétés privées, telles que les condos, qui doivent faire l'objet d'inspections régulières. La résilience de bâtiments comme le condo où réside Madame Chutima,
construit sur des fondations solides, a apporté un certain soulagement, mais de nombreuses autres structures ont rencontré des défis importants. Solidarité internationale. La mission de sauvetage en Thaïlande a témoigné de la force de la coopération internationale et de l'efficacité de la technologie moderne pour sauver des vies. Comme l'a noté l'ASO. Prof. Tavida, le succès de l'opération n'était pas seulement le reflet des capacités des équipes thaïlandaises, mais aussi une démonstration puissante de ce qui peut être accompli lorsque les nations unissent leurs forces face à une catastrophe. Nous ne sommes pas moins capables que les autres, a-t-elle affirmé, en soulignant que l'expérience acquise renforcera les futures opérations de sauvetage. Au final, les efforts conjoints des responsables thaïlandais et des équipes internationales ont permis de sauver des vies et ont prouvé que, même dans les circonstances les plus tragiques, la capacité de résilience de l'humanité est sans limite.